Merci Samuel pour l'accueil. Alors oui, on est très heureux de vivre tous ensemble ce webinaire autour du livre écrit par Edith Tartar-Godet, Devenir parent, un art qui s'apprend. Un titre qui ouvre déjà au sujet à diverses perspectives. En tout cas, un grand merci à toi, Edith, d'être présente avec nous pour nous parler de ton livre et aussi pour participer aux discussions, aux différents échanges qu'il va y avoir. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Edith, donc Edith est psychologue clinicienne et psychosociologue. Elle accompagne des personnes et des groupes sur des problématiques relationnelles, éducatives et sociétales. Elle anime régulièrement des formations, des groupes d'analyse de la pratique et des ateliers de parole. Elle a participé au réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement de parents. Et elle est l'auteur aussi de plusieurs ouvrages aux éditions Retz et Olivetan. Elle est aussi membre de l'Église protestante unie de France. Alors, un grand merci à toi, Edith, d'être avec nous ce soir. Euh, nous avons également la joie d'avoir avec nous Gérard Roireau. On ne t'entend plus, Romain. Oui, Romain, il y a un problème de Ah, son, votre oui. micro a été sans doute coupé. Ah, très bien, ça Vous marche. m'entendez, c'est bon? C'est bon, ouais. Vous avez eu donc je parlais de Gérard Roireau, donc qu'on a la joie d'avoir avec nous et j'étais en train de le présenter. Il est cofondateur de l'association Mission Vie et Famille qu'il a créée avec son épouse Martine. Ils sont parents de 6 enfants et grands-parents de 10 petits-enfants. Et ils sont les propriétaires gérants du Château de Joux de Saint-Amour, un établissement recevant du public situé en Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont les organisateurs de formations sur des sujets d'actualité, dont notamment l'apprentissage de la sobriété numérique. Alors, merci beaucoup à toi aussi, Gérard, pour ta présence et pour ta contribution à ce webinaire. Alors, le programme pour ce soir est le suivant. Nous allons tout d'abord avoir une présentation du livre par Edith. Et puis ensuite, Gérard nous fera lui aussi un retour sur sa lecture de ce livre. Et Edith répondra, on donnera encore 10 minutes à Edith pour réagir à ce que Gérard a dit. Et puis ensuite, il y aura un temps de questions. Alors, je vais commencer par poser plusieurs questions à Edith pour poursuivre cette réflexion. Et puis Gérard, bien entendu, pourra aussi réagir. Et puis pour finir, bien sûr, la parole sera à vous, toutes et tous, hein, pour poser vos questions personnelles, voilà, relatives à la lecture de votre livre, ou des questions peut-être plus générales encore. Et voilà, Edith et Gérard pourront répondre à vos questions. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, voici encore quelques informations très pratiques. Si vous avez le moindre problème technique, vous pouvez contacter Michel Sommer. Vous allez avoir son numéro de téléphone dans le chat, donc n'hésitez pas à le contacter si vous rencontrez un problème, que vous n'arrivez plus à vous connecter. Merci Michel hein, pour ton service. Je rappelle également que ce webinaire sera enregistré. Donc voilà, je vous demande de bien vouloir couper à partir de maintenant, si vous voulez bien, votre caméra et votre son, de manière à voir et à entendre uniquement les intervenants. Ça facilitera ensuite le visionnage. Et puis pour le dernier moment de questions-réponses, merci de m'envoyer au préalable vos questions dans le chat. Donc vous pouvez mentionner mon nom hein, pour bien cibler le destinataire. Donc merci de passer par le chat puisque voilà, s'il y a beaucoup de questions, je devrais malheureusement faire une sélection. Voilà, en tout cas, sachez qu'à tout moment de ce webinaire, vous pouvez m'envoyer vos questions, des questions qui vous passent par la tête pour ne pas les oublier. Vous pouvez me les envoyer directement. Alors voilà pour les quelques questions pratiques. Alors sans plus attendre, je vais laisser la parole à Edith pour la présentation de son livre. Edith, la parole est à toi. Merci Romain. Bonsoir à chacune et bonsoir à chacun. Merci d'avoir pris ce temps
pour aborder une question qui est vraiment très, très, très intéressante, la question de la parentalité, et qui concerne quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, je vais faire une présentation assez rapide en 3 points. D'abord, parler du titre de ce livre, pourquoi le choix de ce titre. Ensuite, partir du constat qui a permis l'écriture de ce livre. Et le troisième point sera de mettre en évidence deux balises importantes pour cheminer en tant que parent et une démarche. Alors, devenir parent, un art qui s'apprend, c'est un titre qui s'est imposé à moi très rapidement parce que ça correspond vraiment à ce à quoi je, je crois et lié à tout ce travail que j'ai pu faire depuis 50 ou 60, 50 ans, plus de 50 ans, auprès des parents, des enfants, des professionnels scolaires aussi, et dans le cadre du dispositif REAP, donc ces réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement de parents, dans lequel j'ai beaucoup travaillé pendant 15 ans. Pour moi, être parent, c'est plutôt devenir parent. On a un statut de parent quand bien sûr, on devient parent d'enfants, mais c'est plutôt, voilà, on devient parent tout au long de sa vie et on le reste, y compris quand les enfants sont grands, et y compris quand on est grand-parent, on est toujours les parents de certains enfants et on devient des grands-parents. Donc un devenir, ça veut dire quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui n'est jamais arrêté, qui n'est jamais fini et qui peut changer. Et donc c'est un travail en cours, c'est une activité en cours qui se fait au fur et à mesure du temps, en lien avec les expériences, bien sûr, de vie, mais aussi en lien avec ses réflexions, les partages que l'on peut faire ou les lectures que l'on peut faire. Devenir parent, ça s'apprend. Voilà. Et ça, je pense que c'est un point, pour moi, c'est un point essentiel dans une culture comme la nôtre, la culture française, qui met l'accent uniquement sur les savoirs conceptuels, les savoirs scolaires ou les savoirs universitaires, et qui pense que tout ce qui relève des compétences humaines, tout ce qui relève de la relation, tout ce qui relève de l'être ne s'apprend pas, mais est quelque chose de l'ordre du don, ou vraisemblablement c'est inné. Je m'inscris totalement à faux avec cette affirmation qui est une représentation mentale et sociale qui a la vie dure et qui va donc pénaliser beaucoup de personnes qui pensent que ben voilà, elles ne savent pas faire parce que elles n'ont pas le don ou elles n'ont pas reçu ça à un moment donné dans leur enfance ou avant, même avant de naître si c'est inné. Alors que ça s'apprend, tout s'apprend, et y compris la manière d'être parent, et y compris la manière de faire autorité sur ses enfants. Tout cela est de l'ordre de l'apprentissage, et le livre est axé un peu sur voilà, est axé dans cette démarche-là. Donc ça s'apprend, et c'est un art, parce qu'il va falloir inventer. Dans une société comme la nôtre, qui vit des changements profonds, des changements non pas uniquement de contexte ou des changements externes, mais qui est en train de nous transformer de l'intérieur, de nous transformer sur le plan psychique, nous pouvons être très fréquemment déroutés, déstabilisés, démunis. Et donc nous avons, au lieu de nous laisser enfermer dans quelque chose qui va être un petit peu mortifère et qui va nous empêcher d'avancer, au contraire, faisons preuve de créativité, d'inventivité, de, voilà, de les formes que l'on veut pour développer cet art d'être parent et créer sa voie, tracer sa route à sa manière dans un chef-d'œuvre qui sera le sien et pas celui d'un autre. Le parcours de parent est un parcours, bon, c'est une expérience, mais c'est un parcours unique. Chaque parent a un parcours unique qui ne ressemblera pas au parcours d'un autre parent. Et donc, il n'y a pas de leçon générale, il n'y a pas une manière de faire ou une manière d'être, il y a de multiples manières d'être et de faire pour devenir un parent suffisamment bon, qui a des qualités, mais qui a des défauts, qui réussit certaines choses, mais qui en échoue d'autres, et qui s'accepte avec ses réussites et ses échecs ou ses difficultés, et qui n'en fait pas une montagne. Voilà pour le premier point. Le deuxième point,
se concerne dans le constat, l'expérience que j'ai d'écoute de parents, d'écoute de professionnels scolaires parce qu'ils sont exactement dans les mêmes problématiques, c'est que les parents sont très souvent déstabilisés, démunis, ne savent pas comment s'y prendre, parce que les parents croient qu'il y a des recettes et que ces recettes peuvent être utilisées telles quelles pour réussir dans leur rôle de parents. Et donc, bien souvent, les parents vont se fourvoyer, comme les enseignants, vont se fourvoyer dans cette idée qu'il pourrait y avoir une recette et que s'ils connaissent la recette, ben, ça serait parfait. Euh, le livre, quand j'ai écrit le livre, l'idée était de euh, vous savez que c'est très troublant de parler, de ne voir personne. C'est très, très troublant. Euh, du coup, je perds un peu, mais merci Romain. Oh, ça fait du bien de voir un humain. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Vous pouvez le remettre me le redire? Oui, les parents sont démunis. Les parents se sentent souvent démunis. Et mon idée, c'était pas du tout d'insister sur le fait qu'ils se sentent démunis, mais c'était d'aller leur poser des questions, de poser des questions, et le livre est plein de questions, et d'aller chercher leurs ressources. Tout parent a des ressources. Et ces ressources-là, il est important d'aller les chercher plutôt que de leur dire, ben voilà, vous savez pas faire ci, voilà ce qui vous manque. À la limite, on s'en moque de ce qui manque aux parents. Ce qui est important, c'est ce sur quoi il réussit, ce sur quoi il peut prendre appui. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose j'espère que c'est quelque chose qui apparaît dans le livre pour bien montrer aux parents que ça n'existe pas vraiment un parent démuni. Ça existe un parent troublé, mais voilà, un parent qui se pose des questions. Et mon idée, c'était de fournir des questions pour qu'il puisse chercher des réponses. Voilà, peut-être affirmer là, dans ce constat, que la parentalité n'est pas une maladie, et que la parentalité habituelle, c'est-à-dire les parents qui vont bien, voilà, les enfants qui vont à peu près bien, euh, ils n'ont pas besoin d'experts. Ils auront peut-être un jour besoin de soignants pour que ces soignants-là soient à l'écoute de leurs difficultés et les accompagnent un bout de chemin. Mais je crois que la parentalité n'a pas besoin d'experts. Elle a besoin plutôt de parents, d'interlocuteurs qui soient aussi des témoins pour que chaque parent puisse avancer avec d'autres. Et ça, on va en parler dans le troisième point. Alors, le deuxième point concerne les balises qui vont baliser le parcours du parent. La première balise qui est importante à mes yeux, c'est une balise qui s'appelle la traitance. Et donc, la question de la traitance. La traitance qui se décline de la manière suivante: bien-traitance, non-traitance et maltraitance. Alors, la maltraitance, c'est bien connu. C'est un concept quand même bien connu qui est bien pris en charge sur beaucoup de plans. Mais le concept de bien-traitance, je ne suis pas sûre que dans le dernier dictionnaire, il ait sa place. C'est un concept qui est assez méconnu en France. Or, le concept de bien-traitance est un concept essentiel. C'est un concept, il signifie une démarche éthique, donc une démarche qui est liée à des convictions profondes et à un sens de la responsabilité. Donc, une démarche éthique qui est une démarche d'attention, d'écoute, d'intérêt pour l'autre, mais d'abord, bien sûr, d'intérêt et d'écoute pour soi-même. Parce que pour pouvoir bien traiter autrui, il faut d'abord avoir appris à bien se traiter soi-même et à être respectueux de soi-même et de son parcours et de ses réussites et de ses difficultés. Donc le concept de bien-traitance est abordé dans le livre avec le concept de non-traitance qui est aussi très fréquemment utilisé par les parents sans qu'ils s'en rendent compte. Et la non-traitance, elle apparaît quand je n'ai pas le temps, quand le parent n'a pas le temps, quand il s'agace, quand il a autre chose à faire, quand il est occupé professionnellement d'une façon tellement intense qu'il n'est pas disponible pour ses enfants. Et puis, ça apparaît aussi dans la manière actuelle qui est la nôtre de laisser nos enfants avec les objets numériques, les laisser un peu s'épatouiller seuls. Et donc là, on est plutôt dans la non-traitance, c'est-à-dire une forme d'indifférence
qui peut devenir émotionnel, qui peut devenir éthique à l'égard de ce que l'on vit avec nos enfants, tout en sachant qu'à l'adolescence, la non-traitance fait partie de cette problématique qui permet aux adolescents aussi de s'éloigner tranquillement de leurs parents. Donc il ne faut surtout pas se reprocher d'être non-traitant avec ces enfants adolescents, à condition bien sûr de ne pas être tout le temps dans la non-traitance et d'osciller entre bien-traitance et non-traitance. La maltraitance, j'ai pas besoin d'en parler. Je pense que tout le monde connaît tout parfaitement ce concept qui est bien sûr, qui peut se produire bien évidemment dans les relations parents-enfants. Et puis la deuxième balise, c'est la question de l'éthique. La question de l'éthique associée à éthique de conviction et à éthique de responsabilité. Alors, très brièvement, l'éthique, c'est la morale personnelle, c'est-à-dire le système de valeurs, les normes de référence, les idéaux que l'on peut avoir et que l'on a construits au fur et à mesure de sa vie, et qu'il est important de continuer à entretenir. L'éthique, ça s'entretient tout au long de l'existence, ça s'enrichit, ça se nourrit de tas de choses nouvelles, parce qu'il y a nécessité de s'adapter aussi au monde dans lequel on est. Alors, l'éthique peut se décliner en éthique de conviction, c'est important, les convictions, d'avoir des convictions qui vous portent, qui vous conduisent, qui vous mènent, mais il ne faut pas que les convictions soient trop fortes pour nous mettre en situation de mal-être si nos convictions sont malmenées. Et le risque avec des convictions trop fortes et qui ne seraient pas tempérées par une éthique de responsabilité, c'est que nous imposions nos convictions à nos enfants, que nous imposions nos convictions aux autres, et que nous soyons raides, bloqués, et en situation de conflit de loyauté, donc c'est un conflit très compliqué, de conflit de loyauté quand nos convictions ne peuvent pas être mises en pratique. L'éthique de conviction est tempérée par une éthique de responsabilité qui permet de répondre, c'est-à-dire de se poser des questions. La responsabilité, c'est se poser les questions, le plus de questions possible, et puis d'essayer de trouver des réponses à ces questions-là. L'éthique de responsabilité, elle a à voir avec le réel, elle a à voir avec l'expérience, elle a à voir avec l'autre, et donc l'éthique de responsabilité va tempérer une éthique de conviction qui est beaucoup trop forte. Et puis, le dernier point, et je termine, le dernier, c'est pas tout à fait une balise, mais on peut l'entendre comme ça, c'est que être parent, c'est compliqué dans ce monde contemporain. Alors, c'est important de s'entraider. Et de s'entraider en créant du collectif. Et comme j'ai pensé aux églises dans lesquelles peuvent être les parents qui vont lire ce livre, je me suis dit que les églises peuvent être des lieux où se créent des groupes de parents. Et dans le livre, j'explique comment mettre en place des groupes de parents qui soient des groupes de témoins. On est tous au même niveau, il n'y a pas d'experts dans ce groupe-là du tout. Il y a des parents qui vivent des expériences de parents, qui les mettent en commun, qui échangent, qui partagent des questions et qui s'entraident, qui se confrontent, mais qui se confortent aussi. Et ces groupes-là, pour en avoir animé des centaines, je peux vous dire que euh, quand on a participé à un tel groupe, quand on est en l'affrontement avec un de ses enfants ensuite, si on se réfère à cette vie de groupe de parents, eh bien, on va réagir d'une façon moins personnelle, on va être moins bloqué, moins perturbé par ce que peut nous dire l'enfant, parce qu'il y aura le groupe qui sera là, symboliquement, qui sera présent et qui nous aidera à faire face à ce qui vient de se passer. Et puis d'avoir un lieu où on peut dire très simplement des choses que l'on vit, des choses heureuses, mais des choses aussi difficiles, et simplement d'être écouté par les parents présents, eh bien c'est tout à fait intéressant et tout à fait aidant. Voilà, donc on aura peut-être l'occasion d'aborder cette question des groupes de parents. Moi, je crois au collectif et je crois beaucoup à la coopération. J'espère ne pas avoir été trop longue, Romain. C'est parfait. Merci beaucoup, Edith, pour cette présentation très claire et qui, je crois, suscite l'intérêt. Je rappelle pour les personnes qui nous ont rejointes que vous avez la possibilité de plus tard de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer dans le chat, indirectement à moi-même. Je vous donnerai la parole plus tard pour poser vos questions. Mais avant ça, je donne maintenant la parole à Gérard Hoireau, pour nous faire son retour sur le livre.
On peut garder tous les trois notre caméra allumée, comme ça on se voit, c'est plus agréable. Voilà, Gérard, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Romain, et bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. Alors moi, j'ai été très honoré d'être contacté par les éditions Ménonites pour écrire la quatrième de couverture du livre de Edith. Et je pense donc avoir été l'un des premiers à le lire, hein, en tout cas parmi les premiers, et de pouvoir susciter le désir de rentrer dans ce livre à partir de la quatrième de couverture est une tâche toujours très délicate et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Alors, je crois que Edith a tout dit. Moi, je vais juste peut-être rajouter euh, les trois pépites que j'ai trouvées dans ce livre. Alors, beaucoup de pépites, et c'est pas possible de les nommer toutes, mais en tout cas trois euh, qui m'ont qui m'ont vraiment bouleversé, intéressé. D'abord parce que j'ai été avec Martine parent de six enfants, donc ils sont toujours là, mais l'aîné de nos enfants à l'âge du président Macron, donc on n'est plus vraiment concerné par les problèmes d'enfants et d'adolescents. On est par contre grands-parents de 10 petits-enfants, et là, j'ai trouvé effectivement des conseils très pratiques pour pouvoir gérer mes relations avec mes petits-enfants. Alors, pour moi, l'idée maîtresse vraiment du livre, et Edith vient d'en parler, c'est le fait qu'on ne naît pas parent, on le devient chaque jour, hein. Et ça, c'est vraiment une idée que intuitivement on connaît, on sait, mais cette idée d'un apprentissage permanent et qui ne s'arrête pas avec le départ de nos enfants de la maison est vraiment une idée très, très pertinente et va rassurer un certain nombre de parents qui vont avoir le sentiment effectivement de ne pas avoir le don, hein, comme le disiez Edith, hein, et ne pas entrer dans cette démarche absolument intentionnelle, eh bien, de rentrer en apprentissage pour développer ses compétences parentales. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut véritablement rappeler aujourd'hui. Et au travers de ce constat, Edith ne donne pas de recettes simplistes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et voilà, la première pépite que j'ai trouvée dans la lecture de ce livre, c'est l'invitation qui est faite aux parents de développer en permanence de nouvelles compétences par rapport au contexte très, très particulier dans lequel aujourd'hui nous élevons nos enfants. Développer des compétences nouvelles, ça, dans les années 90, quand on avait à la maison cinq adolescents, c'était pas vraiment les sujets qui étaient vraiment d'actualité. Mais aujourd'hui, on ne peut pas élever les enfants comme on le faisait dans les années 90. On ne peut pas non plus simplement appliquer des principes qui ont certainement marché en leur temps, qui nous ont permis d'élever nos enfants du mieux qu'on a pu. Mais aujourd'hui, ces principes de la fin du XXe siècle ne me semblent plus suffisants pour véritablement conduire les enfants et les accompagner par rapport à la société extrêmement complexe dans laquelle on vit. Et je vois trois nouvelles compétences que les parents doivent apprendre à développer. Et même s'ils sentent que ce n'est pas de leur monde, mais il faut véritablement inviter les parents à le faire. Premièrement, eh bien, tenir compte de toutes les découvertes qui ont été faites en neurosciences dans l'accompagnement des enfants, le développement de leur cerveau et comment le développement du cerveau va induire tout un tas de comportements auxquels on n'était pas vraiment sensible et conscient dans ma génération. Mais les neurosciences aujourd'hui me semblent un apport indispensable pour vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de nos enfants et les accompagner d'une manière le plus appropriée. Une autre compétence qui me semble importante de développer, c'est dans une société qui est colonisée par les écrans, colonisée par Internet, une société qui est dominée par l'hégémonie des écrans, eh bien, les parents doivent être conscients de tous les effets délétères de
cette hégémonie des écrans dans la vie relationnelle, dans la santé, dans l'intelligence, et avoir un peu de curiosité pour comprendre ce qui se joue derrière les écrans. On ne demande pas aux parents d'être experts, mais d'en savoir en tout cas autant que leurs enfants pour ne pas perdre l'ascendant sur les enfants par rapport à ce monde-là. Et surtout pas considérer que ce monde n'est pas le leur. Et puis, une troisième compétence qui me semble intéressante, c'est tout ce que on peut apprendre en matière de communication, notamment communication non violente, communication bienveillante, qui sont des apports très importants aujourd'hui pour aider les parents dans leur devenir parents. Ça, c'est vraiment, pour moi, la première pépite que j'ai trouvée dans ce livre, développer des nouvelles compétences. La deuxième pépite que j'ai découverte et pour moi qui était intéressante, en tout cas par rapport au sujet qui concerne vraiment tous les intérêts que nous avons, c'est l'invitation à prendre conscience des mutations profondes qui se jouent dans la société, mutations sociétales, mutations culturelles, technologiques, environnementales, qui se sont produites ces dernières années et qui impactent lourdement euh, le climat parental, la parentalité, les relations avec les enfants, impactent lourdement les psychologies et les attentes individuelles. Et là, ne pas prendre conscience de ces changements monumentaux qui se sont produits ces dernières années, euh, il faut vraiment aider les parents à mesurer ces impacts-là et le faire dans un travail pédagogique euh, approprié et au long cours. Hein, c'est pas des changements que l'on va pouvoir appréhender en une seule fois, au travers d'une seule réunion, et puis imaginer que tout le monde a tout compris. Non, c'est véritablement une pédagogie au long cours à mettre en œuvre pour permettre aux parents de comprendre les enjeux des changements sociétaux immenses qui se sont produits, et notamment par rapport au numérique. Et enfin, la troisième pépite que j'ai trouvée dans ce livre, et Edith en a parlé en conclusion de son introduction, c'est la force du collectif. Je considère aujourd'hui que être parent aujourd'hui est trop compliqué compte tenu de l'environnement dans lequel on vit pour s'imaginer que seul on trouvera les moyens d'apporter les bonnes solutions. Et là, la force du collectif, l'idée très pertinente que Edith a sur ces ateliers de parole, ces groupes de parole, ces ateliers de parole entre parents où on ne vient pas en tant qu'expert mais en tant que témoin, est vraiment indispensable aujourd'hui à promouvoir, à mettre en œuvre. Hein. La force du collectif, la force de l'intelligence partagée, hein, qui va permettre aux parents eh bien, de trouver des pistes, de trouver des réponses aux questions qui se posent, confrontant leur expérience avec d'autres parents, découvrir que tous les parents finalement sont confrontés aux mêmes situations. On connaît des échecs, on connaît des moments de jubilation, on connaît des succès. Voilà. Mettre tout cela ensemble dans cette démarche d'intelligence partagée pour vraiment tirer le meilleur parti du collectif. Ça, c'est vraiment le fil conducteur du livre et que j'ai vraiment apprécié et réalisé que c'était vraiment quelque chose d'important à rappeler. Et à partir donc de tous les constats que Edith Tartar-Godet fait, eh bien, elle propose des balises très concrètes. Hein. On a cité quelques-unes, et cette idée de traitance, hein, non-traitance, bien-traitance, maltraitance. Hein. On a surtout entendu parler que de maltraitance. Voilà. Ça, c'est vraiment une balise très intéressante, très pertinente et qu'il est vraiment utile, me semble-t-il, d'approfondir dans ces groupes de parents, ces ateliers de parole. Et elle nous fournit des balises à la fois théoriques, pratiques, bibliques, qui seront, me semble-t-il, une source d'inspiration inépuisable pour tous ceux qui s'interrogent aujourd'hui sur leur relation avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Merci beaucoup, Gérard, pour ton retour sur ce livre, notamment à travers ces trois pépites que tu as mentionnées.
Alors, Edith, la parole est à nouveau à toi. Si tu souhaites rebondir sur l'un ou l'autre aspect ou développer un des aspects mentionnés par Gérard, la parole est à toi, Edith. Euh, Peut-être ce qui m'est venu à l'esprit au fur et à mesure que j'entendais Gérard, c'est la question de l'apprentissage. L'être parent, ça s'apprend et ça s'apprend au bénéfice de l'enfant. C'est-à-dire que un enfant qui grandit, il se transforme, il passe par des périodes d'un peu d'incertitude, d'insécurité, parce qu'on ne sait pas très bien où on va quand on grandit. À l'adolescence, c'est flagrant ça. Et l'enfant a besoin de voir que son parent est aussi au travail. C'est-à-dire que grandir, c'est un vrai travail psychique, physique aussi, bien sûr, et de savoir que son parent aussi, ça le travaille, ce que l'enfant est en train de vivre, et que lui-même est au travail pour changer, pour acquérir des compétences, pour se transformer aussi, pour changer d'attitude. On n'est pas parent d'adolescents comme on est parent d'enfants petits. Et que l'enfant voit, alors il le verra pas d'une façon très objective, mais subjectivement, l'enfant verra que son parent bouge aussi, il est en marche, et que ce parent en marche, eh bien, il n'a pas l'air d'être très perturbé par cette marche. Au contraire, il y a des moments très jubilatoires dans le fait de se dire, ben, tiens, ah, j'ai saisi ça dans la relation avec mon fils ou ma fille, et je vais voir comment ça s'expérimente. L'enfant qui voit que son parent est dans quelque chose de très jubilatoire, dans ce changement d'être qui est en train de s'accomplir en lui, il se dit, mais alors, c'est pas si dangereux que ça de grandir, c'est pas si dangereux ça de prendre, d'acquérir une relation différente avec mes parents, de transformer la relation avec mes frères et sœurs, avec mes parents. Voilà, donc je pense que ça peut aider l'enfant aussi à se mettre au travail et pas avoir peur de grandir. Et pas avoir peur non plus d'affronter un monde qui est, enfin affronter, le mot affronter est peut-être pas bien choisi, mais d'être dans un monde, de vivre dans un monde qui est par moments insécurisant. Ben non, voilà, on vit l'expérience, on y va, on sait pas très bien ce que ça produira, mais on y va parce que le parent se risque aussi à se laisser transformer et à pas se bloquer sur des modes de fonctionnement. Et ça, nos enfants nous apprennent ça. Et j'ajouterais que nos enfants vont nous permettre de grandir aussi. Parce que dans nos vies d'adultes, si tant est que nous sommes adultes, dans nos vies de parents, on n'a pas tout travaillé. Il y a des tas de points qui sont restés obscurs. Il y a même des points qui sont restés des points de blocage. Et l'enfant va nous pousser parfois à bout pour qu'on aille travailler ça. Et donc c'est l'occasion unique. Quand on a beaucoup d'enfants, il y a peut-être plusieurs occasions qui vont se produire. Mais comme on a de moins en moins d'enfants, on n'a pas beaucoup d'occasions. Mais voilà, c'est l'occasion pour le parent de se mettre au travail sur un aspect de lui-même qu'il n'a pas travaillé. Donc ça peut être extrêmement enrichissant, à condition de le vivre comme une aventure, comme une création, voilà, comme quelque chose qui est assez exceptionnel. Merci beaucoup, Edith, pour cet écho. Merci déjà à vous deux pour vos retours, cette présentation, ces premiers échanges. Donc voilà, je vous invite à entrer dans le temps de questions. Donc c'est moi qui vais commencer par poser des questions à Edith. Gérard pourra aussi réagir s'il le souhaite pour l'une ou l'autre question. Tu viens de le mentionner à l'instant, Edith, les relations parents-enfants réactivent parfois chez le parent des problématiques vécues dans sa propre enfance. Hein, et donc, tu as dit à l'instant, et tu le dis aussi dans ton livre, que c'est l'occasion pour le parent de se mettre au travail psychiquement et de conscientiser les enjeux que cette expérience révèle. Alors, justement, comment faire pour prendre conscience que la situation problématique vient de sa propre histoire? Est-ce que tu as des clés, des éléments peut-être à nous aider pour avancer sur ce chemin de prise de conscience? C'est là que le groupe de parents peut être aidant, parce que en écoutant les uns et les autres, le parent va petit à petit percevoir certaines choses. Peut-être aussi, mais ça, c'est une question de représentation qui n'est pas acquise, donc représentation mentale que nous n'avons pas. C'est que quand nous sommes à cran sur une situation avec nos enfants, ou même avec nos collègues, enfin, ou même dans l'église, il y a des personnes avec lesquelles on va être à cran parce que c'est insupportable leur manière d'être.
au lieu de se dire c'est de sa faute à lui, et d'être dans la faute, si on pouvait être dans la responsabilité et se poser des questions, ça serait peut-être utile. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Pourquoi je ne le supporte pas ou je ne la supporte pas? Qu'est-ce qu'il est en train de toucher ou elle est en train de toucher en moi? Voilà. Et à travers ces questions-là, on peut arriver alors à se mettre au travail tout seul, peut-être, mais c'est pas sûr, hein. Je pense que ça peut être aidant de le faire avec d'autres, ou éventuellement, si c'est la situation est vraiment très, très crispée, très tendue, d'aller consulter. Enfin, il y a des endroits où on peut consulter. Mais, c'est de prendre en compte, de prendre vraiment d'avoir en tête que quand on est à cran sur une situation et qu'on réagit de façon très vive, c'est que ça nous parle et il faut aller savoir ce que ça dit. Et ça, on ne peut pas on peut le faire tout seul, mais il faut en avoir l'expérience et c'est pas évident, mais on peut le faire avec d'autres. Et dans un groupe de parole de parents, ça peut euh, se faire, peut-être. Merci. Alors, on a mentionné aussi le rapport au numérique, et tu le développes bien, je trouve, dans le livre, hein. Tu montres bien que les facultés morales, relationnelles et intellectuelles des jeunes sont transformées par le contact quotidien avec tous les objets numériques. Hein, les téléphones sont vraiment devenus des organes vitaux. Et on connaît maintenant tous les problèmes que cela pose, hein. Cette exposition prolongée aux écrans, l'usage intensif des réseaux sociaux. Alors justement, comment faire pour accompagner les enfants avec une discrète mais ferme conviction, pour reprendre tes mots dans le livre, en vue justement d'une utilisation raisonnée et raisonnable du téléphone? Oui, moi je pense que la première étape, c'est quand même de s'informer sur les mutations profondes, les mutations psychosociétales, donc des mutations psychiques qui sont opérées. Et là, bon, il y a un travail tout à fait accessible de Jean-Paul Gaillard, hein, nos enfants. Le titre, je l'ai plus en tête de façon très précise, mais c'est Nos enfants mutants. Et il aborde les choses d'une façon très très clair, très, très pragmatique. Et donc, ça peut être intéressant d'abord de se faire une idée, parce que on n'a pas une idée claire de tout l'impact que les écrans peuvent avoir sur la construction de la personne, sur l'identité, sur la manière de penser aussi et la manière de raisonner. Moi, il me semble ensuite que alors avant de dire, voilà, c'est peut-être de dire que la question des écrans, la question de l'ordinateur dans la chambre pour les enfants, du téléphone portable très tôt, etc. C'est pas qu'une question sociétale, c'est aussi une question familiale. Parce que c'est quand même très confortable que l'enfant soit pendant un certain temps devant les écrans. Pendant ce temps-là, les parents sont tranquilles. Et ça, je le dis un petit peu avec le sourire, mais je ne suis absolument pas ironique. Là, je crois que c'est une des fonctions de ces objets-là, c'est de permettre aux enfants de rester tranquilles. Ça ne veut pas dire qu'ils vont apprendre des tas de choses en regardant les écrans, mais au moins pendant un certain temps, les parents ont la paix. Et c'est une réalité avec laquelle il faut fonctionner. Et donc, c'est pas si évident que ça que d'aider nos enfants à gérer les écrans quand nous-mêmes, on est très contents qu'ils soient devant les écrans. Ceci étant dit, accompagner l'enfant face aux écrans, c'est le faire parler. Alors, pas obligatoirement tout de suite, mais qu'il arrive à mettre des mots MOTS sur ce qu'il a vu, comment il le décrit, et comment il l'argumente aussi, sur le plan éthique, hein, sur le plan de la responsabilité, par exemple, enfin, sur différents plans. Qu'est-ce qu'il a à dire de ce qu'il a vu, comment il le perçoit, comment il le ressent, comment il le pense. C'est le plus sûr moyen pour permettre à l'enfant de prendre de la distance par rapport aux écrans. Et puis, si on peut regarder avec lui, quand on a un peu de temps pour regarder quelque chose avec lui, eh bien, c'est pas inintéressant parce que ça permet un dialogue, ça permet un échange. Alors, il ne faut pas que les parents soient que critiques, mais voilà, qu'il y ait quelque chose que les parents manifestent un intérêt à l'égard de ce que vit l'enfant. Et puis, il me semble, bien que ça se dise beaucoup, mais il me semble encore, parce que quand je vois
dans les établissements scolaires où je vais, les rentrées de classe, les classes petites où les parents, où les petits-enfants ont le portable de leurs parents dans les mains. Ils rentrent en classe avec le portable et puis ils ne le rendront que quand ils vont en sortir. Je me dis que les parents n'ont pas obligatoirement conscience que laisser un enfant avec un objet comme numérique, c'est un peu le laisser tout seul dans un quartier de la ville, à se débrouiller absolument tout seul. Alors un quartier, il y a des quartiers qui sont bien famés, donc c'est pas trop inquiétant, mais en même temps, il y a des voitures partout. Et puis il y a des quartiers mal famés. Il y a des quartiers très mal famés où les enfants, avec le portable ou avec l'ordinateur, circulent. Et c'est important de dire aux parents, mais est-ce que vous le laisseriez aller dans le quartier mal famé de votre ville tout seul la nuit? Non, alors il y a des lieux sur sur le net où ils ne peuvent pas aller parce que vous ne les laisseriez pas aller s'ils étaient dans la vraie vie. Et ça, c'est une alerte qui est faite parce qu'il y a beaucoup quand même de travaux et il y a beaucoup de démarches de prévention quand même aujourd'hui sur ces questions-là. Mais il me semble qu'il y a encore des parents qui, euh, euh, qui n'ont pas été assez interpellés en termes de questions bienveillantes, hein. Il ne s'agit pas de leur faire des reproches, mais de les questionner pour les alerter et qu'ils puissent avoir des réponses qui soient ajustées de façon à ce que l'enfant ne soit pas en danger psychiquement. Parce qu'il ne sera pas en danger physiquement puisqu'il ne sera pas dans un quartier où il y a des risques, mais psychiquement, il sera en danger. Alors, Gérard, je sais que toi aussi, c'est un sujet que tu as à cœur, ce rapport au numérique. Est-ce que tu souhaiterais aussi ajouter quelque chose? Ben, je crois que Edith a dit, enfin, dans le temps imparti, me semble-t-il, l'essentiel. Pour moi, à ta question, donc, comment les parents peuvent accompagner les enfants dans leur confrontation avec le monde numérique, le premier point que je dirais est que l'exemplarité des parents dans leur gestion du numérique n'est pas optionnelle. Et ça, c'est un point sur lequel il faut être très vigilant. Des enquêtes ont démontré notamment que oui, les parents étaient inquiets de voir leurs enfants passer entre 8 et 9 heures par jour sur les écrans quand ils ont 12, 13 ans. Mais quand on leur demande est-ce qu'ils étaient prêts à remettre en question leur propre pratique de l'usage du numérique, une grande partie de ces parents n'étaient absolument pas disposés à remettre en question leur pratique. Donc, on peut encourager nos enfants à avoir un usage approprié du numérique, mais on risque d'être pris en flagrant délit de contradiction si notre propre pratique n'est pas portée vraiment par une volonté, une éthique, une pédagogie qu'on va vouloir aussi transmettre à nos enfants. Donc ça, c'est pour moi le premier point. Et puis, cette idée que l'éducation au numérique, me semble-t-il, dans la parentalité, devrait devenir une priorité. On m'invite souvent dans les églises pour parler de l'éducation des enfants. Et j'ai l'impression que parfois, les gens qui m'invitent voudraient que je parle de l'éducation des enfants telle qu'on le faisait dans les années 90. Et le fait d'avoir eu 6 enfants donne parfois l'impression aux gens qu'on a tout maîtrisé. Et quand je pose la question à ces gens qui m'invitent, mais est-ce que dans ce week-end que vous l'animez sur la parentalité, les relations par-enfant, est-ce que vous avez un volet qui traite de l'éducation numérique? Et là, généralement, il y a un blanc parce que les gens ne sont pas prêts, disposés ou n'ont pas l'idée que l'éducation numérique devrait être quelque chose qu'ils doivent enseigner à leurs enfants. Et aujourd'hui, les, les enfants sont souvent les éducateurs de leurs parents quand il y a une transmission. Et les parents, désespérément, restent à la frontière de ce monde du numérique, estimant que ce n'est pas le leur. Que ce n'est pas le leur, c'est le monde de leurs enfants. Et c'est impossible de comprendre le monde du numérique de l'extérieur. C'est fondamental de faire une sorte de plongée qui nous permette vraiment de comprendre tout ce qui se joue derrière les écrans. Et ça, c'est
c'est aussi, me semble-t-il, des choses à rappeler aux parents. Et alors, l'idée n'est pas que les parents deviennent des experts du numérique, mais en tout cas que dans nos communautés et dans ces groupes de parole, il puisse y avoir des gens qui volontairement plongent dans ce monde pour ensuite restituer aux enfants, aux adolescents, aux parents, aux grands-parents tout ce qu'il faut savoir sur le numérique pour une éducation qui soit la plus ajustée possible. Merci Gérard. Edith, est-ce que ça suscite d'autres réactions de ta part par rapport à cette question du numérique ou... Oui, c'est une question difficile pour les parents. Je veux dire, il y a pas à culpabiliser, il faut surtout pas culpabiliser les parents. Euh, 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 mais la question des écrans, cette question-là, elle renvoie à une addiction. C'est un peu comme moi, j'ai une addiction, je peux avoir à certains moments une addiction au chocolat. Euh, voilà, il y a des personnes qui ont une addiction permanente aux écrans, et c'est un vrai travail d'arriver à prendre du recul et à donner et à trouver d'autres choses dans sa vie que les écrans ben, pour se faire du bien ou pour se reposer ou parce que une addiction aux écrans, c'est un symptôme qui dit quelque chose une problématique personnelle, d'une souffrance peut-être personnelle. C'est pratique, hein, les écrans quand on est déprimé. Et du coup on voit pas la dépression. Ça vient masquer des choses. Et il faut composer aussi avec ça. Euh, euh, et du coup, les parents, bien sûr, font pas être crédibles. Quand eux-mêmes, quand ils disent, par exemple, ben, tous les téléphones, on les met dans la corbeille à tel endroit quand on va se coucher. Bon, mais si le parent ne met pas son téléphone dans la corbeille, quelle crédibilité va-t-il avoir? Mais s'il a besoin du téléphone, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue en lui et qu'il faudrait qu'il travaille. Donc on est dans des choses qui sont très compliquées, qui sont vraiment très très compliquées. Et il est important de surtout pas culpabiliser les parents et d'avancer dans un groupe de parents à petits pas sur ces questions-là, pour que on arrive peut-être de nouveau à jouer ensemble avec nos enfants, à jouer à des jeux de société, à passer du temps à des jeux de société ou à faire des activités extérieures ensemble qu'on ne fait plus parce qu'on est sur nos portables. Il suffit d'ailleurs de nous regarder au restaurant. J'observe, c'est une de mes activités professionnelles que de faire de l'observation de la vie quotidienne. Et quand j'observe des personnes au restaurant, et des familles, enfin, c'est incroyable. Je trouve ça m'amuse, moi, de voir tout le monde est sur son portable. Et puis, ils vont échanger 2 minutes, 3 minutes pendant le repas. Peut-être sur des questions d'ailleurs que j'entends pas, parce que je suis pas toujours trop près, mais peut-être sur des questions purement pratiques de menu. Voilà, ça c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Et, Mais, et je mais crois effectivement que culpabiliser les parents serait une erreur monumentale et ne pas donner l'impression aux parents qu'on leur demande d'arrêter un tsunami tout seul. ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Et là, c'est véritablement une prise de conscience communautaire. Et Ouais. c'est pourquoi j'insiste. Enfin, l'idée de ces groupes de parole, ces ateliers de parole, me semble vraiment indispensable pour traiter un sujet aussi complexe que le numérique. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces éléments. Je vois dans mon chat que ça suscite des questions, des réactions, et donc on y viendra plus tard, mais voilà, c'est l'intérêt de ces questions. Elles sont là pour en alimenter d'autres qui viendront encore après. Mais avant ça, je propose encore de poser plusieurs questions, dont celle qui vient aussi aborder un point important qui traverse tout le livre, hein. Ça a été mentionné par toi, Edith, mais aussi par Gérard, l'importance de la parole, hein, la parole entre le parent et l'enfant, la parole au sein de la famille et entre les parents également. Alors, question, n'est-elle pas insuffisante dans certaines situations? Hein, le rapport de force n'est-il pas inévitable dans un certain nombre de situations éducatives? La punition, hein, qui est une expression de rapport de force, ne peut-elle pas être constructive parfois? Et si oui, à quelles conditions? Hein, je crois là des questions que peut-être beaucoup de personnes se posent. Euh, oui, c'est une question très, très vaste, hein. Euh, mais la parole, c'est pas si évident que ça pour un certain nombre de parents.
Je ne suis pas sûre que la société française ait tellement donné la parole aux gens. On a tellement d'experts dans ce pays que le citoyen, il s'exprime assez peu. Et du coup, il a peu l'habitude de tenir une parole qui soit la sienne. Et le groupe de parents peut aider à ça, peut aider le parent à mettre des mots MOTS sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit, sur les questions qu'il se pose. Et ça peut faciliter, et tout cas en famille, favoriser les échanges et le questionnement avec ses enfants. Il s'agit de naître à la parole, et naître à la parole non pas pour imposer quelque chose, ni imposer un savoir, mais pour susciter une réponse. Euh, la relation traditionnelle éducative, c'est quand même que les parents disent aux enfants ce qu'ils doivent faire. Et ça ne fonctionne plus, ça. Ou ça fonctionne de temps en temps, dans certains cas. Et donc, aider l'enfant à trouver lui-même les voies et à avoir les moyens langagiers, les moyens symboliques pour arriver à se dire ce qu'il a à faire et à le mettre en œuvre, à faire en sorte que la parole devienne performative. Voilà, je pense que c'est l'objectif de toute relation humaine basée sur le symbolique et pas basée sur le rapport de force. Moi, je ne suis pas pour le rapport de force. Bien sûr, de temps en temps, et je l'ai expérimenté. Quand j'ai travaillé sur la question de la toute-puissance, pour arriver à travailler sur cette question-là de manière raisonnée, je suis passée par des rapports de force avec une de mes petites filles, notamment, qui fonctionnait dans la toute-puissance. Et je me suis aperçue que c'était une impasse terrible, avec une violence inouïe de part et d'autre, parce que les réponses sont en miroir de part et d'autre. Donc le rapport de force ne fonctionne que quand celui qui l'exprime n'aura pas en retour une réponse dans le rapport de force. Ça, c'est pas acquis d'emblée, on ne le sait pas. Hein. Euh, donc le rapport de force est à manier avec, à mes yeux, à manier avec précaution. Mais le symbolique peut permettre de dire les choses avec fermeté. Je ne changerai pas de position. J'ai dit ceci, je tiens à ce que ça se fasse, et donc j'attends que ça se fasse. Et je ne changerai pas de position. Euh, ça évoque en moi un éducateur qui travaillait avec des jeunes qui étaient en grande difficulté et qui avait un centre fermé. Euh, je vais vous dire jusqu'où ça peut aller hein, pour l'éducateur qui croit à la force de la parole. Il avait un jeune en face de lui qui voulait absolument sortir du centre, c'était un adolescent, et qu'il n'a pas autorisé à sortir parce qu'il y avait des raisons tout à fait correctes. Et le jeune a commencé à casser les vitres du centre pour le faire changer d'avis. Donc le rapport de force était inversé. C'était plus l'éducateur qui exerçait la force, mais c'est le jeune qui, d'une façon perverse, excusez-moi pour le mot, exerçait et tentait d'exercer une force sur son éducateur pour que l'éducateur lui donne l'autorisation ou en tout cas le laisse sortir. L'éducateur n'a pas baissé la garde. Il a cassé, le gamin a cassé une partie des fenêtres du centre. Voilà. On est dans quelque chose de cet ordre, hein, de pouvoir aller jusqu'au bout. Il faut pouvoir aller jusqu'au bout si on utilise la force. Pas évident quand même, hein. Mais bon, là il en a eu marre de casser les vitres, alors il s'est arrêté. Donc la question du rapport de force, c'est une vraie question, mais il faut la manier avec beaucoup de précaution. Ensuite, j'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit. La punition peut être, comment vous dites ça? La punition est l'expression d'un rapport de force. Ah non, ah non. Moi, j'y crois pas, ça. Alors, si c'est l'expression d'un rapport, la punition est l'expression d'un rapport de force, on est dans le chantage. On a quelque chose qui est de cet ordre. Et non, ça peut pas fonctionner, ça. Alors, ça peut fonctionner dans des moments où on n'a plus de ressources et donc on fait ce qu'on peut, mais à d'autres moments, il va falloir réfléchir et puis peut-être revenir aussi auprès de l'enfant par rapport à quand on s'est laissé aller à ce rapport de force pour comment on pourrait faire quand même, comment on pourrait faire. Qu'est-ce qui se passe qui bloque tellement les choses ou dès que je t'interdis quelque chose, tu montes au créneau et tu deviens violent. Voilà. Bon, à un moment donné où pouvoir se parler paisiblement. Mais la punition, elle a pour but de marquer. Puisque la parole n'a pas suffi, je marque avec une punition. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme punition? Ça peut être
dans ta chambre, je sais pas, enfin, je sais pas quel genre de punition ça peut être, qu'est-ce que les parents pratiquent, mais la punition, elle a pour but de marquer un temps comme une sorte d'arrêt sur image, comme un point d'orgue. Voilà. Mais après ça, il va falloir revenir pour avancer ensemble et que ça soit pas bloqué sur cette question du rapport de force. Donc peut-être pour poursuivre, donc à partir de quel moment pour la punition, à partir de quand on peut considérer que la parole n'a pas suffi, euh, voilà, jusqu'où aller dans le dialogue, hein, pour prendre peut-être un exemple, si un enfant refuse de venir à table, voilà, on peut essayer de dialoguer, d'essayer de le convaincre jusqu'à ce qu'il accepte. Déjà, il y a l'aspect chronophage, mais surtout, ça peut aussi ne pas fonctionner. Euh, alors là, si on l'y oblige, par exemple, en, en le prenant par la main, est-ce que là, il n'y a pas un rapport de force ou quelque chose de pression qui est exercée? Et si on le laisse faire, n'est-ce pas aussi de la non-traitance qui décrédibilise aussi le parent? Comment est-ce que vous réagiriez autour de cet exemple précis? Il y a une question que vous n'avez pas, que tu n'as pas posée, Hmm. Romain, c'est et pourquoi tu veux pas venir manger? Qu'est-ce qui se passe? Et un tout petit peut en dire quelque chose, et pas en dire quelque chose avec le non-verbal, pas obligatoirement avec le verbal. Euh, il me semble que c'est la première question, hein, si on prend cet exemple-là. Ensuite, bon, on fait ce qu'on peut, hein. Moi, je ne suis absolument pas pour dire aux parents que vous auriez dû. Je ne suis pas du tout dans cette logique-là, mais on fait ce qu'on peut au moment où ça se produit. Après, on peut faire des excès, c'est des choses qui arrivent, on est des humains, on fait vraiment ce qu'on peut. Par contre, on va revenir sur la situation après coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà comment j'ai réagi. Je reconnais que j'ai réagi d'une façon bien trop vive, j'aurais dû réagir autrement. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour, dans des situations où je tiens à ce que tu fasses quelque chose, que ça puisse se produire? Alors, qu'est-ce qu'on peut discuter en dehors de toute situation conflictuelle? Ça se discute, ça aussi. Et l'enfant peut participer, un enfant qui va bien, il peut participer à la situation. Ben voilà, euh, j'accepte ceci, j'accepte cela. Et du coup, on peut même, quand il sait écrire, on peut peut-être même l'écrire, parce que du coup, ça renforce et ça donnera une force dans le corps. Euh, L'écrire pour l'avoir sous les yeux en situation. Moi, il me semble que en situation, on fait ce qu'on peut. Et puis, une fois que la situation est passée, qu'on travaille dessus, éventuellement avec son compagnon, ou son conjoint, ou avec d'autres personnes, on revient vers l'enfant et on se dit, bon, on va faire un temps de conseil aussi, hein. On parle de groupe de parole pour les parents, et des groupes de parole en famille, c'est intéressant aussi. Des groupes de parole où l'animateur, c'est pas toujours le parent, ça peut être un enfant qui prend l'animation. Et donc, on peut prendre un temps pour essayer de discuter après coup et essayer de trouver des modalités alors, qui vont fonctionner peut-être pendant un certain temps et qu'il faudra réexaminer ensuite. Ça veut dire une aisance quand même dans la parole. Tous les parents n'ont pas cette capacité de parler facilement, de s'exprimer, d'exprimer leurs ressentis, d'exprimer leurs pensées. C'est pas si évident que ça. Et donc, ça concerne plus les parents qui sont très à l'aise sur le plan du langage et de la pensée. Pour les autres parents, bah, ils font ce qu'ils peuvent. Et puis, c'est important de s'excuser quand on s'est trompé, de le dire après coup. Jamais en situation, parce que la situation est extrêmement tendue sur le plan émotionnel, sur le plan du stress aussi. Tout le monde est hyper énervé. C'est pas les bons moments pour écouter, c'est pas les bons moments pour entendre, c'est pas les bons moments pour parler. Mais après coup, on peut revenir sur la situation d'une façon plus paisible et pour trouver des modalités de vie en commun. Merci beaucoup, Edith, pour ces éléments. Je crois que c'est vraiment très intéressant. Et je crois que ce que tu as dit, on fait ce qu'on peut en tant que parent en situation, je crois que c'est une parole qui est très importante. Et aussi de rappeler que ce n'est pas une fatalité, c'est fait, donc c'est trop tard. On peut revenir sur ce qui a été fait. Et voilà, je trouve que c'est très éclairant. Euh, pour rester encore un peu dans ce domaine, euh,
on peut penser à des prises de position dans la société. Je pense par exemple à Caroline Goldman, Isabelle Filiosa, euh, qui ont des avis assez divergents sur la question de l'éducation et qui, me semble-t-il, ont une résonance assez forte dans la société. Donc, pour rappel, Caroline Goldman est une psychologue qui insiste sur les limites éducatives. Pour résumer, donc Edith, tu corrigeras si jamais je ne suis pas assez clair ou assez précis. Tandis que Isabelle Filosa prône davantage l'éducation positive et bienveillante. Et j'ai l'impression que dans la société, on a un peu ces deux discours qui s'entrechoquent, qui ont un peu de mal à se nourrir mutuellement. Peut-être quel est un peu ton positionnement dans ces prises de position-là? Est-ce qu'il faut complètement s'en extraire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à puiser? Euh, Moi, je crois que les parents peuvent bien sûr écouter ce type de propos ou lire ce type de choses, et puis les lire ou les écouter dans une posture transférentielle, c'est-à-dire comment ça me parle, comment ça me parle ce que je suis en train de lire. Comment j'y adhère? Est-ce que j'y adhère pas du tout? J'y adhère un peu, j'y adhère beaucoup. Voilà, qui trouvent un positionnement. Et puis s'ils peuvent le faire avec d'autres, ça sera extrêmement intéressant et enrichissant. Ça leur permettra de relativiser les choses. Euh, mais il y a énormément, c'est là où les parents sont en difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de discours différents. Il y a le discours de la consommation qui dit quelque chose, il y a les différents psys qui disent des choses différentes, enfin bref, il y a les enseignants qui disent encore autre chose, enfin, il y a un monde fou qui dit des choses différentes aux parents concernant l'éducation de leur enfant. Il y a de quoi s'y perdre, hein, il y a de quoi être vraiment... alors c'est aux parents, je crois, à avoir cette posture, hein, par rapport à ce qu'il entend pour se dire, bon, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis un sachant, moi aussi, hein, je ne suis pas quelqu'un qui sait rien. Je suis un sachant de l'expérience. J'ai l'expérience de mon enfant, je le connais, je sais comment il fonctionne, je sais aussi un peu ce dont il a besoin, sans savoir tout, mais voilà, je sais un peu. Et donc, comment ce discours que j'entends de Madame Untel ou de Monsieur Untel ou du professeur de maths, etc., comment, comment ça me parle et qu'est-ce que je peux en faire au bénéfice de mon enfant? Il faut faire cette démarche. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Moi, j'ai été frappée dans les années 80, des choses comme ça, quand Françoise Dolto a commencé à faire des émissions de radio parce que son fils était un personnage connu. euh, Elle a troublé énormément de gens, Françoise Dolto. Elle ne se rendait pas compte que le discours qu'elle prônait, il était très éloigné des pratiques éducatives des parents. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de parents qui étaient dans une doltomania, c'est-à-dire qui prenaient au pied de la lettre le discours de Françoise Dolto et qui essayaient de l'appliquer, mais ça n'avait pas de sens. Il faut donner du sens à ce qu'on entend, à ce qu'on lit, en fonction de ses croyances, de ses convictions, de son éducation. Enfin, il y a des tas d'éléments qui vont entrer en ligne de compte. Mais il faut se poser des questions sur tous ces savoirs qui apparaissent et qui sont distillés par les uns ou les autres. Et pour pas les absorber tels quels et pour les digérer, justement. Et puis en ressortir, qu'il en ressorte la substantifique moelle, comme aurait dit Montaigne. Et peut-être aussi qu'effectivement, les groupes de parole peuvent aider à prendre ce recul, et à réfléchir ensemble à ces prises de position. Alors, je vais poursuivre encore avec peut-être une dernière question avant de laisser la parole aux autres participants. Alors, tu écris dans ton livre, et on l'a déjà entendu, hein, mais devenir parent, c'est se mettre en marche. Alors, quel parallèle est-ce que tu établis entre la marche à la suite du Christ et la marche éducative du parent? Hein, et en quoi peuvent-elles se nourrir réciproquement, selon toi? Oui, le Jésus en marche, et qu'est-ce qui marche? Alors, j'espère que quelqu'un a calculé, parce que ça m'intéresserait de savoir quels sont les kilomètres qu'il a fait. Euh, Ce Jésus en marche, pour moi, c'est une marche symbolique. Bien sûr, c'est une marche, il a marché, ça, c'est vrai. Mais c'est symbolique, il était en route. Il était en route dans sa tête, il était en mouvement,
il était dans quelque chose qui l'amenait quelque part, vers quelque part. Et sur sa route, il a rencontré des tas de personnes différentes. Et à chaque fois, il s'est laissé interpeller. Il s'est arrêté. Il était en chemin. Hein, on l'a plusieurs fois dans les évangiles. Il est en chemin et puis il s'arrête parce qu'il est interpellé par un tel ou une telle. Et du coup, il s'arrête. Et là, il se laisse interpeller. Il se laisse bousculer. Parfois même, il tressaille. Hein, il est interpellé jusqu'aux entrailles par ces personnes qu'il croise. Et puis, il se passe quelque chose, et puis il continue sa route. Voilà, c'est un peu ça pour moi le chemin du parent aussi. C'est que il est en mouvement dans sa tête, prêt à changer lui-même aussi, prêt à s'adapter à l'enfant qu'il a en face de lui, prêt à interroger ses principes, prêt à interroger ses manières de faire pour les aménager, les transformer. Et puis qu'il y a des moments dans la vie de son enfant, avec son enfant, qui seront des moments forts, peut-être un peu, je pense aux enfants qui ont des colères. Actuellement, là, il y a des enfants qui ont des colères extrêmes, hein, extrêmement fortes et qui sont inaccessibles à rien, qui sont dans l'injure. Enfin, c'est assez impressionnant. Voilà, ça, c'est des moments forts, c'est des moments de crise extrêmement forts. Eh bien, ce moment de crise, comment le parent, qu'est-ce qu'il en fait? Comment il le vit? Comment il le perçoit? Est-ce qu'il peut en parler avec d'autres pour essayer d'ouvrir des pistes de compréhension? Et puis ensuite revenir vers son enfant pour voilà, élaborer des manières de faire, pour contenir ces débordements-là ensemble. Voilà, c'est être en marche, comme Jésus, se laisser interpeller par l'imprévu, par l'inattendu, et se laisser déloger de là où on est, et puis aller ailleurs, et aller ailleurs avec les autres. Et il me semble que c'est la démarche du Christ. Pour moi, c'est la démarche du Christ. Merci beaucoup, Edith. Alors, peut-être avant de donner la parole aux participants, à vous tous et toutes, Gérard, est-ce que tu aurais encore souhaité peut-être réagir à la question ou à une autre question? Voilà, je ne suis pas toujours explicitement revenu vers toi, mais si tu le souhaites, c'est possible avant de donner la parole Non, aux enfin, autres. pour moi, le dernier point, comment s'inspirer effectivement de Jésus dans sa manière d'être, de faire, de rentrer en relation, d'être bousculé, de tressaillir. Et parfois, Jésus qui, de manière vraiment très intentionnelle, fait un pas de côté quand il rencontre des gens qui veulent vraiment sortir du bruit de la foule et de l'agitation de la foule. Je pense effectivement dans tout ce que Jésus est, fait et la manière inimitable dont il fait les choses, dans plein de domaines, hein, que je ne veux pas énumérer là, peuvent devenir une source d'inspiration au long cours et constante pour les parents. Et s'inspirer de la manière dont Jésus fait les choses. Alors, on n'est pas Jésus, très clairement. On- il faut accepter les limites que nous avons. Mais en Jésus, vraiment, dans ce qu'il est avec les gens, dans ses intentions pédagogiques, dans sa manière de guérir, sa manière de parler, sa manière de remettre en question les gens, de susciter le questionnement, la curiosité chez les gens, susciter le désir des gens. On a vraiment, en tant que parents, une source d'inspiration inépuisable pour accompagner nos enfants. Et là, vraiment, c'est l'invitation à une lecture attentive, suivie au long cours de la vie de Jésus dans les évangiles. Merci, Gérard. Eh bien, écoutez, je vous invite maintenant à ouvrir aux questions des participants. Voilà, je vais vous donner la parole en fonction des messages que j'ai reçus. Comme ça, vous pourrez adresser directement votre question à Edith ou à Gérard. Donc, Caroline et Jonathan ont posé une question. Alors, je vous laisse la formuler, Caroline et Jonathan, si ça vous va pour vous. Vous pouvez donc allumer votre micro, votre caméra aussi, comme ça on peut vous voir. Oui, ça vient. Il faut pas, c'est l'animateur. Je peux pas mettre ma vidéo. C'est géré par
par l'animateur. Mais c'est pas grave. Donc, en gros, la question, c'était comment s'assurer de la sécurité émotionnelle de nos enfants lorsqu'ils sont déjà d'un âge adolescent avancé, hein, déjà qu'ils sont autonomes, donc ils font un peu donc ils font leur choix, ils prennent leurs décisions, leurs réflexions. Ils ont de bons contacts sociaux par ailleurs, mais ils utilisent aussi le téléphone pour ça, pour rester en contact sociaux tous les jours. Alors, on a mis en place un système de temps sur les écrans, donc ça fonctionne. Mais la question est quand même de dire à partir d'un certain âge, bah voilà, ça fait partie de leur vie, les écrans, comme vous avez présenté tout à l'heure. Et c'était l'idée de dire, mais à quel moment, en fait, cette interaction sociale qui pour nous peut nous sembler pas dangereuse, mais pas habituelle, on n'a pas été, on va dire, on n'a pas grandi comme ça. Donc, comment savoir, en fait, quand ça vient atteindre leur santé mentale ou leur, ça vient pas biaiser leurs émotions, en fait. Comment limiter ça pour que l'interaction humaine ne puisse pas être trop perturbés parce que, enfin, c'est pas les aider en fait dans leur construction de dire que les relations humaines, ça va se passer comme ça maintenant. Ok, on est dans un nouveau temps, on est dans une nouvelle ère, mais je pense que apprendre à nous les laisser faire aussi dans cette éducation-là, parce que ça fait partie, donc pas les priver complètement, mais aussi apprendre à être un peu à l'écoute, mais sans trop les solliciter. Si moi j'ai bien compris, je reprends les termes, pas de sursollicitation, ils ont besoin de ces interactions-là aussi. Voilà. Quel est notre rôle dans cet échange, dans cette limitation? Donc, je parle pas du coup des enfants avant 12 ans qui jouent beaucoup pour passer le temps, pour être tranquille. Enfin, tout ça, j'ai bien compris. On a lutté contre ça, effectivement. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une histoire de sociabilisation, en fait. On est passé au-delà. On n'est pas juste un écran sur un écran. Il y a aussi de la sociabilisation derrière. Voilà. Merci, Caroline. Alors, Edith, à toi la parole. Euh, je dirais que c'est important de questionner les jeunes, leur poser des questions pour qu'ils cherchent eux-mêmes les réponses. Bien sûr, on peut leur dire le ressenti. Le parent peut s'exprimer sur son ressenti, un peu sur son inquiétude. J'ai l'impression que par exemple, tu es beaucoup plus sur les écrans et enfermé dans ta chambre que dans les relations avec des relations en présentiel avec tes copains et dehors. Ça, on peut l'exprimer comme parent, mais c'est lui poser des questions sur lui, par rapport à lui. Quelles sont tes impressions, toi? Est-ce que il peut aussi très, très concrètement mesurer le temps passé dans sa chambre à consulter les écrans par rapport au temps passé. Alors, je suppose qu'ils sont au collège ou au lycée, et donc du coup, ils ont quand même des rencontres avec les autres. Ils ne sont pas uniquement, sauf enfermés enfermés dans leur chambre avec des objets technologiques. Euh, Après, si effectivement, ça peut arriver hein, que ça soit un refuge et que la peur d'aller au collège, il y a des phobies scolaires aussi qui se développent à l'adolescence. C'est pas du tout anormal, ça, c'est des choses qui arrivent, mais donc être vigilant pour que le jeune puisse être pris en charge et qu'il puisse aller, qu'il puisse donner du sens à ce qu'il est en train de vivre. Mais c'est vrai qu'il y a les inquiétudes parentales parce que c'est pas l'expérience des adultes. Mais ça peut être enrichissant de temps en temps, dans un groupe de parole, notamment familial, d'arriver à échanger sur qu'est-ce que ça apporte, ce temps passé là, à se connecter en permanence avec ses copains pour se dire trois mots. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, ces échanges. On a l'impression qu'on joue au ping-pong et que ça passe de l'un vers l'autre. Voilà, c'est nouveau pour les générations précédentes. Eux, ça fait partie de leur pratique. Et donc, qu'ils puissent en parler pour mettre des mots MOTS et prendre le recul nécessaire par rapport à leur pratique. C'est vrai par rapport aux films violents. C'est aberrant. Enfin, il y a violence et violence, mais un film violent, c'est évident que ça a un impact très fort sur les enfants et sur les jeunes adolescents parce que c'est vécu comme une vraie expérience. C'est comme s'ils étaient en situation.
Bon, alors, on peut évidemment, si on est en situation de voir de la violence autour de soi, on peut développer des symptômes. Mais on peut aussi parler de ce que l'on a vu. Quand on est allé au cinéma voir un film violent, si on prenait le temps, après coup, d'en parler les uns avec les autres, d'arriver à mettre à distance cette violence en les mettant en mots, MOTS, et puis à mettre aussi une éthique sur ce qu'on a vu, des, des- des- des expressions éthiques sur tel et tel comportement, telle et telle pratique. On va aborder des sujets de société qui sont tout à fait intéressants avec des jeunes. Voilà. C'est une façon de participer en tant que parent à- à l'éducation, c'est-à-dire à aider nos enfants et nos adolescents à grandir. Et c'est aux parents de s'apercevoir, alors dans l'échange avec ses enfants, mais aussi après avec l'école, avec le collège ou le lycée, c'est de s'apercevoir si il est en train de rentrer dans une phase où ça va pas trop bien et où il a besoin d'aide ou pas. Et ça, on s'en apercevra, notamment au collège ou au lycée, parce qu'il y aura une baisse de tension, une baisse d'intérêt, etc., etc. Voilà. Et donc à ce moment-là, le parent peut agir. Mais le parent, c'est un peu un garde-fou, quoi, par rapport à ces questions-là aussi. Mais il est là pour interpeller, poser des questions qui fâchent. Et poser des questions qui fâchent, en les posant avec drôlement, enfin, en les posant gentiment, sans obliger l'enfant d'y répondre dans l'immédiateté. Tu n'es pas obligé de me répondre, mais j'ai une question à te poser. Fais-en ce que tu peux. Et là, il est en route pour pouvoir s'interroger sur les pratiques peut-être un peu addictives qu'il peut avoir à certains moments. Merci. Gérard, est-ce que tu veux aussi réagir à cette question posée? Oui, moi je suis frappé d'une chose, Caroline, hein, c'est de voir que la société civile, me semble-t-il, a pris la mesure des enjeux qui se jouent autour du numérique et derrière les écrans. Il ne se passe pas une semaine sans que soit diffusé sur Public Sénat, sur Arte, sur la 5, vraiment des émissions, des documentaires extrêmement pertinents, hein, sur toutes ces questions qui touchent autour des écrans et des addictions aux écrans. Euh, la question que tu poses, c'est une question qu'on se pose depuis 5 ans et qui va aboutir dans les jours qui viennent dans un livret que nous avons créé avec une plateforme multiculturelle et internationale, euh, qui sera en quelque sorte une proposition que l'on fera aux communautés, aux églises, aux unions d'églises, aux instituts de formation, aux associations de relations d'aide, d'accompagnement spirituel, une feuille de route vers la sobriété numérique. Alors, c'est peut-être pas le titre qu'on donnera parce que il faut pas qu'un titre puisse arrêter les gens dans la découverte de ce contenu, un document qui fera entre 150 et 200 pages. Et l'idée, c'est vraiment comment aider les parents, comment aider les adolescents, comment aider tous les gens qui tournent autour de ces questions éducatives euh, à faire que les écrans restent à notre service sans que les écrans nous asservissent et en fassent de nous des esclaves. Et là, c'est toute l'économie, l'écosystème parental qu'il faut aussi questionner. C'est toute la réflexion que l'Église également veut avoir sur ce sujet. Moi, je suis frappé de voir à quel point nos églises protestantes, évangéliques, ne prennent pas la mesure de ce qui se joue autour des écrans. Je suis vraiment frappé. Enfin, plus je plonge dans ce monde et plus je me pose cette question. Et l'idée de cette feuille de route qu'on va proposer, ben, c'est comment mettre le numérique au centre des préoccupations. Alors, il y a tellement d'autres sujets de société qui doivent mobiliser notre attention et on ne veut surtout pas dire que le numérique est le seul, mais c'est un tel changement de civilisation qu'on est en train de vivre autour du numérique et très peu de prise de conscience de la manière dont on doit accompagner les gens à vivre ce bouleversement vraiment extraordinaire.
Et j'ai l'impression que l'Église, au cours des siècles, a toujours été aux avant-postes pour prendre à bras le corps les problèmes de société, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit toutes ces choses que les chrétiens ont fait au cours des âges, hein. Mais là, sur une question aussi fondamentale que celle-là, qui est en train de bouleverser, mais vraiment tellement de choses dans les relations humaines, le peu de prise de conscience de nos églises pour apporter une réponse éthique, biblique, pratique, pédagogique, pour véritablement aider chacun à, oui, à faire que les écrans soient à son service et non pas devenir asservi par les écrans et être esclave des écrans. Merci Gérard. Et si tu Merci. veux, et si tu veux bien, tu pourras nous envoyer la référence qui peut nous donner accès aux documents que tu mentionnes. On Ça pourra sera les fait. partager. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre avec des questions. Donc, je vais vous demander si vous voulez bien d'être assez bref dans votre question, pour qu'on puisse en aborder le maximum, puisqu'il y en a pas mal. Donc, je laisse maintenant la parole à Onésime pour sa question. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer d'être succinct. C'est par rapport à l'éthique de conviction, éthique de responsabilité. Euh, j'ai l'impression de comprendre donc c'est un équilibre du coup entre nos convictions, nos valeurs dans l'idéal et la réalité à laquelle elles se confrontent, et avec cette idée d'adaptation au possible, et de ne pas demander aux enfants plus que ce que nous on arrive à faire, de ne pas avoir un idéal qu'on veut appliquer à nos enfants sans qu'on l'applique à nous-mêmes. Du coup, si c'est à peu près cela, si j'ai pas trop tordu votre pensée, une application par rapport aux écrans, c'est-à-dire équilibre de conviction, j'aurais dans l'idéal envie de limiter à telle utilisation ou à tel temps le numérique, aux enfants et à moi-même. Mais dans la mesure où, si moi, j'arrive pas à m'y tenir, j'arrive pas à respecter le contrat que j'aimerais respecter moi-même, dans l'idée d'être cohérent, du coup, je devrais permettre à mes enfants la même imperfection, du coup, par rapport à l'objectif visé, pour ne pas leur imposer plus que ce dont je suis capable. Est-ce que, euh, est-ce que ça, bah, si dans la réflexion ça fait sens pour moi, est-ce que de vouloir appliquer une tolérance qui est liée à ma propre imperfection, est-ce que ça fait sens ou pas? Et du coup, me vient aussi cette question de dans quelle mesure, en fait, il faut montrer de la stabilité en tant que parent ou dans quelle mesure on dévoile ses failles. Alors, évidemment, on ne va pas répondre à cette question en 2 secondes, mais voilà, c'est dans quelle mesure on se montre vrai et peut-être faible parfois et faillible, et dans quelle mesure il faut parfois euh, comment dire, être plus un roc pour permettre aux enfants d'avoir une assise stable. Merci Onésime. Alors, le son n'était pas très fort, mais il me semble qu'on a un peu entendu. Edith, c'était bon pour toi? Tu as à peu près Oui, entendu à la peu question? près, oui, 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 à peu Très bien. près. Oui, oui, Merci d'y répondre assez courtement, si possible. oui, oui, oui. C'est fonction de l'âge aussi, hein. Je veux dire, l'attitude est différente en fonction de l'âge de l'enfant, mais euh, euh, les enfants ont aussi besoin de voir que leurs parents sont des êtres humains, avec avec des qualités et des défauts, avec des réussites et des échecs. Euh, mais que les parents, alors, montrer ces échecs sans dire qu'on est en capacité d'analyser les échecs et qu'on est en capacité de rebondir sur les échecs, c'est sans doute plus difficile à vivre pour l'enfant que si on leur dit, mais voilà, j'ai pas réussi là, ça n'a pas marché, mais je vais recommencer, je vais tenter autre chose, je vais, voilà, qu'ils soient dans une dynamique, que l'on dise que l'on est dans une dynamique et pas quelque chose de passif, qui de toute façon ça marchera jamais, c'est pas la peine, j'arriverai pas à arrêter de fumer, etc., etc. Euh, donc que les enfants voient leurs parents avec des humains, avec leurs limites et leurs difficultés, c'est pas inintéressant à condition qu'on ne fasse pas ça comme un état, mais que ça soit peut-être quelque chose qu'on essaye de travailler. On va peut-être le travailler tout au long de son existence d'ailleurs. Ça va prendre un certain temps. Mais on ne peut pas faire ça avec des tout petits, on peut faire ça avec des plus grands. Mais en même temps, on peut dire à un enfant, bah, quand on n'est pas capable de gérer son téléphone
portable et qu'on l'a tout le temps dans la main, comme si c'était le prolongement, la main ou un organe vital, pour soi, on ne peut pas s'en passer. Euh, on peut difficilement exiger de son enfant qu'il le laisse de côté entre 21 heures et 8 heures du matin. Euh, c'est, c'est, c'est- je veux dire, on est dans l'arbitraire là. C'est, je sais pas ce qu'on fait de l'arbitraire, hein, mais avec des ados, ça marche pas très bien, hein. Euh, donc voilà, là, du coup, on bricole, hein. On est dans le bricolage permanent. Et puis, je ne suis pas sûre qu'il y ait une bonne ou une mauvaise réponse, enfin des bonnes et des bonnes, que des bonnes réponses ou que des mauvaises réponses. On fait ce qu'on peut, on fait encore ce qu'on peut. Ce qui est important, c'est d'être dans une dynamique de changement. Voilà, je suis comme ça aujourd'hui, mais moi, par an, je peux peut-être essayer de changer aussi. Et si on essayait de s'entraider pour changer et pour ne pas être accro de tous nos appareils numériques. Hein, c'est un beau projet dans une famille, ça. Euh, c'est s'entraider pour limiter l'utilisation et peut-être faire autre chose. Puisqu'on a fermé, il y a une expérience comme ça dans le nord de la France. Une enseignante qui fait un travail formidable à Vimereux sur l'usage modéré des écrans. Dans les collèges et dans les écoles, elle est arrivée à, à mettre en place une semaine sans écran. Et donc pendant cette semaine-là, ben, on s'occupe comment? On fait plein de choses, on fait plein d'autres choses. On fait des jeux, on lit, enfin, on fait des tas d'activités. Voilà, c'est peut-être de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, faire comme ça des semaines sans écran. Et puis après, on fait ce qu'on peut. Après, on fait ce qu'on peut. Merci, Edith, pour cette réponse. Alors, on va devoir terminer avec une dernière question. Je suis désolé pour toutes les personnes qui seront frustrées. Il y a eu beaucoup de réactions, de commentaires aussi très positifs. Il y a eu même une proposition de témoignage, mais malheureusement, je suis désolé, on ne va pas pouvoir prendre ce temps. Je vous annonce quand même qu'à la fin, nous allons avoir une sorte de prolongation pour les personnes qui souhaitent rester, puis échanger encore un petit peu. Donc, voilà, ça sera peut-être encore l'espace pour de derniers échanges ou encore une petite question par-ci par-là, mais ça libérera les autres personnes. On pourra clôturer malgré tout ensemble. Voilà. Donc, je laisse la parole pour une dernière question à Jean-Samuel. Donc, Jean-Samuel, tu as fait il y avait plusieurs questions, mais je te propose d'en choisir une parmi celles que tu as proposées. Alors, Et- Jean-Samuel Schultz. Oui, c'est moi-même. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Euh, Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Donc, une des questions, c'est depuis quelques semaines, je suis chargé de mission pour le déploiement d'un programme, le programme de soutien aux familles et à la parentalité en Seine-et-Marne. Et j'ai été agréablement surpris de la pertinence de ce programme avec ce que vous avez écrit. Et je me posais la question, est-ce qu'il serait possible d'adapter des programmes de soutien à la parentalité via le développement de compétences psychosociales aux méthodologies, des programmes avec des méthodologies bien rodées pour nos églises? Pour moi, c'est évident. Bonsoir. Pour moi, c'est Bonsoir. évident, bien évidemment. D'accord. Bien évidemment, il faut les ajuster, il faut les adapter. Elles ne sont peut-être Exactement. pas utilisables telles quelles. Mais ça s'inscrit, je suppose que ce que vous faites s'inscrit dans le dispositif REAP, Oui, les réseaux exactement. Ce d'écoute sera un d'appui. travail avec les réap, mais voilà. OK. Donc, ce serait une possibilité parce qu'on dans les églises, on n'est pas forcément, on n'est pas forcément on montre pas forcément nos failles à nos enfants, mais on les montre pas forcément plus aux autres membres de l'Église. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose à travailler. Ce qui est intéressant dans ces rencontres de parents, c'est que c'est la stricte confidentialité. C'est-à-dire que ce qui se dit, ce qui se montre dans le groupe n'en sort pas. Et c'est une belle expérience de se faire confiance là-dessus. Alors, ceux qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas être dans cette démarche-là, bah, c'est important qu'ils le disent et qu'ils ne restent pas dans le groupe. Mais ça peut permettre un groupe qui est vraiment, comment dire, avec des règles très précises, ces règles très précises, dont celle-là, euh, ça peut être extrêmement intéressant dans l'Église. Donc, ce sera intéressant peut-être d'avoir une charte Voilà. de groupe pour dire, voilà, Et ça la c'est... charte des réap est absolument, enfin, je pense qu'elle existe encore
celle qui a été créée en 1999, elle doit encore être d'actualité, la charte des réap. Ok. Donc, ça peut être voilà, tout à fait utile de commencer par ça pour s'accorder là-dessus et ensuite fonctionner pendant. Voilà. Oui, il y a des outils qui existent, hein. Il y a plein d'outils qui existent, autant les utiliser, bien évidemment. Merci. Gérard, est-ce que tu voulais encore dire quelque chose à ce sujet ou... Non, là, j'avais rien à rajouter Très bien. particulièrement. Écoutez, on arrive alors tout doucement vers la fin de ce webinaire. En tout cas, je constate à travers les échanges qu'on a eus, à travers les questions posées, que l'éducation des enfants et des adolescents pose toujours autant de questions. Et on l'a vu, hein, c'est normal, hein, ça fait partie du chemin incontournable puisque chaque enfant est unique, idem pour les parents. Mais on voit malgré tout que certaines balises peuvent être posées, hein, des balises qui orientent, qui éclairent, qui dessinent de grandes directions, de manière à ce que l'éducation soit, je dirais, adaptable pour chaque enfant, mais aussi pour les parents. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ce temps d'échange aura été utile et éclairant. Et pour les personnes qui n'ont pas encore lu le livre, j'espère que ça a suscité votre intérêt pour approfondir. En tout cas, voilà, j'espère que ce webinaire a été comme un pas supplémentaire dans cet art qui est l'éducation. Je tiens vraiment à vous remercier, Edith et Gérard, pour votre présence et puis votre participation active à ce webinaire. Merci vraiment pour la pertinence de vos interventions, pour la pertinence dans vos réponses, avec la part d'imprévu qu'il y a dans les questions posées. Je tiens aussi à remercier Michel pour la technique, à Raël pour l'administration, les inscriptions, à Samuel aussi qui vous a souhaité la bienvenue et qui est le représentant du conseil d'administration des éditions Ménonites. Merci vraiment à chacune et à chacun. Merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir participé, hein. Sans vous, ce webinaire n'aurait pas eu de sens. Et par vos questions, vous avez vraiment alimenté les échanges et la réflexion. Alors un grand merci à chacune et à chacun. Alors, je vous signale, comme ça a été indiqué au début, que le replay de ce webinaire sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube des éditions Ménonites. N'hésitez pas à partager ce lien autour de vous. Et voilà, pour quelques annonces et quelques paroles finales, je passe la parole à Samuel. Merci Romain. Effectivement, si vous avez participé, que vous avez aimé ce temps de partage, ce webinaire, on, on a aussi plein d'autres choses qui sont faites par les éditions Ménonites, donc on voudrait les partager avec vous. Pardon à ceux qui connaissent déjà, mais bon, sentez-vous libre de vous déconnecter hein, si vous avez déjà toutes les infos. Donc, c'est un petit rappel pour ceux qui nous connaissent. Et puis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, effectivement, on publie un mensuel qui s'appelle Christseul. Il y a 11 numéros par an parce que l'été, on a un numéro double. C'est un mensuel de 36 pages qui reprend un petit peu des actualités qui sont liées à la foi au monde ménonite. Donc, on a souvent un dossier thématique et puis différentes rubriques. C'est donc publication mensuelle. Et puis, dans le même ordre que Devenir parent, hein, le livre dont on a parlé ce soir, nous avons donc trois petits livres qui sont publiés par an sur trois thèmes, point de repère, Église en marche et foi au quotidien. Voilà. Et cette année, c'est une année un peu spéciale puisque c'est le 500e anniversaire de la naissance du mouvement anabaptiste. On a voulu un petit peu innover et on aura enfin, très prochainement, là, c'est à la fin du mois, on va sortir donc cette bande dessinée Parlo qui raconte l'histoire de Félix Mantz. Donc, c'est une façon un petit peu spéciale de marquer cet anniversaire. Et c'est à cette occasion qu'on sort donc cette bande dessinée un peu historique. Elle est un petit peu spéciale. Effectivement, on n'a pas fait de choses comme ça jusqu'à maintenant. Mais c'est justement pour marquer cet anniversaire qu'on a demandé à des auteurs de faire ce livre un petit peu spécial. Voilà, et puis si vous aimez ce type de webinaire, le prochain aura lieu donc le vendredi 2 mai
À confirmer, mais bien sûr, vous recevrez des informations par mail, hein, toujours au même horaire, à 20h15, avec Jason Lancel et un historien ménonite. On n'a pas encore son nom, mais donc qui servira de répondant pour cette soirée. Voilà, donc on, on vous donne encore les formules et les tarifs, hein, bien sûr, vous pouvez retrouver tout ça sur le site des éditions Ménonites. Et vous voyez, on est enfin, sur un abonnement à 51 euros juste pour Crystal. Si vous voulez le dossier tout seul, c'est 31 euros. Et puis la combinaison des deux, il y a une remise de 8 euros, ça fait 74 euros. Puis bien sûr, vous pouvez toujours acheter les dossiers à l'unité selon vos intérêts. Voilà, merci de votre attention. Merci d'être resté encore jusque-là. Et on veut vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vous souhaite pas de bon retour, puisque l'avantage de ces webinaires, c'est qu'en principe, on est chez soi et qu'on est tranquillement à la maison. Donc, bonne fin de soirée, et puis je l'espère à la prochaine fois.